Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Benjamin Lévesque, responsable climat et biodiversité au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. On verra si les engagements pris lors de la candidature de Paris sont tenus. Dans le débat de cette émission, on va découvrir pourquoi le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI, intègre la communauté. Les entreprises s'engagent. Est-ce que ce partenariat va changer pour 6200 ETI françaises? Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Little Big Impact qui organise des éco-challenges en entreprise mais aussi dans les écoles ou les collectivités. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Benjamin Lévesque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable climat et biodiversité au COJO, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est quoi votre mission ? J'allais dire un gros mot, d'aiguillonner les autres responsables d'unité ou les autres directeurs? Oui, en partie, très bonne question. Alors effectivement, c'est un challenge énorme, ce métier de responsable climat et biodiversité, et de manière générale de l'équipe environnement, puisque c'est un événement énorme et qu'il y a une réduction d'impact qui est notre objectif, qui est énorme. Si je l'explique à mes filles, c'est chasser les tonnes de CO2 et sauver les oiseaux, voilà, de manière un peu caricaturale sur les deux volets. Si on regarde d'un point de vue un peu plus technique, côté climat, la responsabilité climat, c'est de piloter la division par deux de l'impact carbone de Paris 2024. Division par deux par rapport à quoi ? Par rapport à une moyenne des Jeux de Londres et de Rio, qui était à 3,5 millions de tonnes de CO2. Voilà, nous on vise de diviser par deux cet impact. Et sur le volet biodiversité, ça se passe au niveau de tous nos sites. On a une quarantaine de sites principaux. Et là, je disais sauver les oiseaux, en fait, c'est faire attention effectivement à toutes les espèces rares. Il y en a un certain nombre, ça peut être des oiseaux, ça peut être des plantes. Le conopode dénudé à Versailles qu'on vient de protéger là, avant-hier. Et c'est aussi la biodiversité ordinaire. Et donc là, on est très attaché à protéger ce qui est rare, mais aussi la biodiversité ordinaire. Et c'est la première fois qu'il y a ce type de métier dans un comité d'organisation. Donc l'objectif, ce que j'ai vu, c'est 1 600 000, grosso modo 580 000 de tonnes équivalent CO2 pour ces Jeux 2024. Déjà, comment vous le calculez? Parce que moi, ça m'a toujours semblé compliqué, obscur, enfin voilà, difficilement à comprendre. Comment vous calculez ça? Alors pour calculer un bilan carbone, on récupère des données qui peuvent être des kilomètres parcourus, qui peuvent être des tonnes de bois, et on multiplie ça par des facteurs d'émission. Voilà, on sait qu'un kilomètre en voiture ou un kilomètre en train, ça va être 30 grammes ou 100 grammes de CO2. Donc c'est aller chercher des données et arriver à exprimer ça en tonnes. Mais la particularité, c'est que nous, on n'a pas de bilan carbone, puisque l'événement est devant nous, et c'est tout l'intérêt d'avoir fait cet exercice de manière anticipée, c'est qu'on a des hypothèses qu'on vérifie au fur et à mesure, qui nous emmènent vers cet objectif de diviser par deux. Ce sera tenu ? Vous pouvez le dire aujourd'hui, vous en êtes sûr? Ou alors il y a encore une part d'incertitude? Parce qu'on sait que les grands événements sportifs, vous êtes tributaire de quoi? D'abord du déplacement des supporters. Donc vous avez intégré ça évidemment à ce bilan, j'imagine. Tout à fait. Donc là, vous êtes sûr que vous allez le tenir, cet objectif? Vous avez encore des craintes? Alors on est confiant dans l'atteinte de cette division par deux. La certitude, on l'aura une fois qu'on aura fait le bilan en septembre après l'événement. Juste en termes de méthode aussi peut-être, parce que beaucoup de monde se pose la question effectivement comment on fait ça. Il y a une méthode qui a été publiée il y a 3 ans par le Comité international olympique qui explique quand on est des Jeux comment est-ce qu'on doit calculer l'impact. Ça facilite les comparaisons. Et pour l'instant, les 1,58 million de tonnes de CO2 que vous avez évoquées, il y a 3 tiers. Il y a un tiers sur la construction pérenne, un tiers sur les opérations et un tiers effectivement sur les déplacements. Et au fur et à mesure, là, on constate que cette ambition et cette méthode, elle commence à porter ses fruits puisque on a récupéré les clés du village le 1er mars, et que sur la partie construction, on a atteint l'objectif sur ce volet-là. Il y avait un avantage évident, c'est qu'il y avait finalement assez peu de stades ou d'infrastructures à construire par rapport à d'autres Jeux Olympiques. Tout à fait. Et il y a une suite de chiffres intéressants, c'est 6, 9, 9, 1. Ça, c'est le nombre d'infrastructures, d'équipements sportifs construits pour les Jeux. Nous, on en a un.
c'est le centre aquatique olympique. Et précédemment, voilà, pour Tokyo, c'était 9. Donc effectivement, ça permet d'éviter une bonne partie de l'impact. Et c'est un très bon principe. Il y a aussi l'Arena Porte de la Chapelle. Oui, tout à fait, qui fonctionne déjà. Il y a déjà des matchs. Ça fait 2. Alors l'Arena de la Porte de la Chapelle, en fait, elle était prévue et elle tourne avant les Jeux. Donc elle est techniquement pas dans l'impact. Je comprends. Sur le village olympique, vous disiez, on vient de... Alors bon... Moi, j'ai trouvé ça absurde, mais moqué un peu pour son extrême sobriété, etc. etc. Finalement, est-ce que c'est logique, aligné avec ces objectifs de baisse du bilan carbone que vous venez de nous détailler, ou est-ce que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin, d'une certaine façon? Alors moi, je ne me prononcerai pas sur la partie esthétique, design, etc., mais d'un point de vue technique et impact climat-biodiversité, c'est vraiment une prouesse qui a été réalisée, avec dès le départ des objectifs dans les cahiers des charges de CO2 par mètre carré à la construction. Et ça, le fait de le mettre, de le pousser dans des objectifs de résultats, ça donne 15 000 mètres cubes de bois dans le village, que ce soit en ossature ou en façade, c'est colossal. Ça donne du béton bas carbone, ça donne toute une série de principes de construction qui ont permis de faire de l'ordre de moins 30% par rapport à une construction du logement classique en France. Si je me souviens de la candidature, etc., de cette expression qui consistait à dire un événement à contribution positive pour le climat. Alors, on n'y est pas, parce qu'il y a quand même une des émissions importantes de tonnes équivalent CO2. En fait, c'était une promesse intenable, c'était un objectif trop ambitieux. Comment vous, avec maintenant le recul du réel, comment vous évaluez ce qui avait été promis ou évoqué à l'époque? Effectivement, ça date d'il y a 7 ans, cet engagement très fort. Je le disais, il a porté ses premiers fruits, il va continuer d'en porter. Ce qui a évolué, c'est la formulation, la manière d'en parler. Et c'est bien que la communication sur les grands événements ou les entreprises en général évolue. L'ADEME a fait une note qui indique que la neutralité carbone, c'est pas raisonnable de la proclamer quand on a une organisation. C'est par contre ce qu'il faut viser à l'échelle de la planète, c'est indispensable pour suivre l'objectif de l'accord de Paris. Et donc c'est juste notre manière de l'expliquer qui a évolué. Et du coup, maintenant, on n'a rien changé sur notre engagement. C'est divisé par 2 et financer des projets, soutenir des projets à hauteur de notre impact. C'est juste que ce terme de contribution positive pour le climat, en discussion avec nos experts et avec l'ADEME, on a choisi de ne plus l'évoquer comme ça. D'accord. Est-ce que c'est l'avenir de ces événements gigantesques qui est en jeu, d'une certaine façon, qui est en question? Parce que, voilà, on a des objectifs ambitieux, on voit bien que quand même, on est dans une période là de friction, ça grince, on l'a vu avec le monde paysan, avec le monde agricole, et donc il y a peut-être un moment où on va se dire, mais c'est plus possible d'organiser des événements planétaires aussi importants. Quel regard vous portez là-dessus? Je pense que ce qui est certain, et c'est une décision d'il y a 7 ans pour Paris 2024, c'est qu'il faut faire différemment. Voilà. Et donc on fait différemment. Cet principe d'évaluer l'impact carbone de manière anticipée et du coup de mettre une pression sur ce sujet, ça fait partie d'un mode de faire différent. On transforme toute l'offre alimentaire, on transforme l'énergie. Et donc il y a un certain nombre de transformations qu'il faut engager. Et on veut être un laboratoire. On est un gros laboratoire et on veut qu'il y ait une suite. On veut passer le relais à nos amis à Los Angeles, à Brisbane, sur les Jeux à venir. Et donc voilà, il faut faire différemment. Il faut voir ces grands événements internationaux autrement. Alors sur ces jeux-là, en l'occurrence, dont vous nous parlez, ce sont des pays qui je pense, porteront des objectifs comme celui-là. Et alors, c'est une question très politique, vous ne pourrez peut-être pas y répondre, mais quand on voit l'Arabie Saoudite qui se positionne sur des événements qui semblent totalement absurdes, l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver, par exemple, enfin bon, je pourrais multiplier les exemples. De temps en temps, on a l'impression qu'il y a des événements qui font beaucoup d'efforts, certains disent pas assez, mais quand même beaucoup d'efforts, les Jeux de Paris, et puis d'autres marchent totalement sur la tête, quoi. Oui, ça va être difficile pour moi effectivement de répondre sur cette question, mais en fait c'est pas un peu démoralisant, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a un double combat effectivement, et c'est évidemment pas juste l'équipe environnement, c'est un travail collectif, la performance environnementale. Donc c'est l'ensemble de nos collègues et l'écosystème, c'est d'atteindre cet objectif de diviser par 2, mais aussi nos objectifs biodiversité et économie circulaire. Et le deuxième, c'est d'entraîner les autres événements dans cette logique. Donc
on va faire un maximum pour que ça puisse inspirer les autres. Et du coup, ouais. il y a les événements internationaux, mais il y a aussi les événements nationaux. Et là, on a sorti un outil qui s'appelle le Coach Climat Événement. Oui. Et donc, on a de l'ordre de 1000 événements en France qui se sont fait coach climatisés. Okay. Donc, c'est un peu la même logique que la nôtre, c'est de ne pas regarder le bilan carbone, avant de se poser la question de quel va être l'impact, et surtout de trouver les leviers d'évitement et de réduction. Donc, c'est une grille d'analyse avant qu'on organise un événement, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un outil qui est en ligne, qu'on a fait avec l'ADEME, ministère des Sports et CNOSF. Et on a 1000 événements qui déjà sont dans cette logique en France. Donc en France, il se passe quelque chose. Et sur l'international, on va faire tout pour que ça change aussi. Ouais. Allez, il nous reste moins d'une minute. Une petite question ultra pointue sur l'alimentation. Ouais. Est-ce qu'on peut organiser un événement aussi énorme et favoriser les circuits courts ? Comment vous faites par rapport à ça ? Alors, sur l'alimentation, on a démarré le travail il y a 4 ans. Ça s'appelle la vision pour la restauration durable des Jeux, qui est détaillée sur 60 engagements. Et il y a effectivement 80% de produits français. Et on a aussi un objectif de 25% à moins de 250 km de chacun de nos sites. Parce qu'il y a évidemment Seine-Saint-Denis, qui est le cœur des Jeux, il y a Paris, mais il y a aussi Marseille pour la voile. Et donc, il y a Lille. Il y a Lille, tout à fait, il y a les stades de foot. Et donc, on arrive à pousser du local. Et sur l'alimentation, il y a 60 engagements, je le disais. Il y a le local et il y a le végétal. Et là, on fait 2 fois plus de repas avec des protéines végétales et on divise par 2 l'impact carbone d'un repas. On a 13 millions de repas à distribuer. Donc, effectivement, il y a du volume. C'est gigantesque. Il faut pousser le végétal et le local. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, s'engagent. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Sylvie Grandjean, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Redex et vice-présidente et référente jeunesse du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et Pierre-Olivier Brial, bonjour et bienvenue. Habitué des antennes de Bismart, directeur général de Manutan et vice-président du METI. Vous représentez à peu près 6200 ETI. Vous venez de signer ce 13 mars un partenariat avec la communauté Les Entreprises s'engagent, dont Bismart est également partenaire. Peut-être une question très simple. Pourquoi cet engagement, Sylvie Grandjean, pour démarrer ? Alors c'est un engagement symbolique très fort qui ne fait que renforcer en fait l'engagement des entreprises de taille intermédiaire qui ont dans leur ADN et dans leur fondement même, c'est ce principe d'engagement. Donc là, en fait, on ne fait que concrétiser cet engagement que l'on a profondément en fond. Ça veut dire que quand on parle de RSE, on pense souvent aux grandes entreprises et pas assez aux entreprises de taille intermédiaire. Elles en font beaucoup, c'est ce que vous voulez nous dire d'une certaine façon ? Elles en ont toujours fait. Oui. Ça ne s'appelait pas de la RSE. Voilà. C'était de l'engagement. Et selon les territoires, selon les chefs d'entreprise, selon les valeurs qu'ils voulaient mettre en avant, ils sont dans leurs propres valeurs, et bien leur engagement, il pouvait être auprès de la jeunesse, auprès de l'économie locale, auprès de beaucoup de thèmes comme ça, qui sont maintenant repris par la RSE, mais qui existent dans le fondement même des entreprises de taille intermédiaire. Si on prend l'exemple de Redex, cet engagement, il prend quelle forme pour vous ? Alors, mon engagement, il est profondément fléché vers la jeunesse et vers le fait qu'il faut réapprendre aux jeunes que dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat, on peut faire de très belles carrières et on peut mener une vie très épanouie. Donc, nous avons commencé notre engagement très classiquement avec des écoles d'ingénieurs, des lycées, et puis maintenant, on va encore plus en amont, puisque je coach des classes de 4e dans le collège de Ferrières-en-Gâtinais, qui est l'endroit du siège social. Donc, on va très, très en amont pour expliquer à tous ces jeunes qu'un métier dans l'industrie, un métier qu'il soit aussi bien dans les usines, dans les bureaux, dans le service, on peut avoir un épanouissement personnel fort. L'action en direction de l'emploi des jeunes, la diversité, l'inclusion, c'est vrai que ça fait... on reçoit très souvent ici des chefs d'entreprise qui sont engagés dans cette communauté des entreprises engagées. C'est vraiment un peu le fil rouge, la ligne directrice. Le Manutan est membre de cette communauté. Depuis combien de temps ? Et est-ce que c'est avec aussi cette ligne directrice ? Alors
depuis la création de la communauté. Donc, il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans. Oui, avec cette ligne directrice, un engagement fort pour la jeunesse. Je crois qu'on est des entreprises qui aimons beaucoup faire en sorte que les personnes puissent évoluer, finalement, quel que soit leur diplôme initial. Donc, on croit beaucoup, en fait, à l'entreprise comme un intégrateur. Et donc, on aime bien aussi très en amont. Et donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment dans toutes les ETI, cet engagement auprès de la jeunesse, de l'insertion, avec souvent une empreinte très locale. Par exemple, nous, on travaille avec Sport dans la ville à Gonesse, donc aussi une responsabilité forte de l'environnement dans lequel on évolue. Est-ce que les entreprises de taille intermédiaire, elles ont forcément les moyens financiers, les moyens organisationnels, pourquoi je me mets des mots compliqués aujourd'hui, nécessaires pour porter cet engagement? Parce qu'il y a les mots, puis ensuite il y a les actes. Oui. Oui. En fait, l'intérêt de l'ETI, c'est l'entreprise de taille idéale. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a des moyens. On n'est pas des très très grands groupes, mais on est quand même des entreprises solides. Et donc, on est capable aussi d'offrir des vrais parcours de carrière, mais tout en restant dans quelque chose de très humain, appréhendable par les jeunes. Alors, c'est ça qu'ils aiment beaucoup aussi. C'est qu'ils rentrent dans une structure qui leur permet de se développer avec des vraies stratégies d'apprentissage, etc. Mais dans une structure dans laquelle très très rapidement, ils peuvent voir l'ensemble des parties prenantes, comprendre l'organisation. Et ça, c'est vraiment idéal. Ça change quoi que le métier, le mouvement des entreprises de taille idéale s'engage finalement dans cette communauté des entreprises s'engagent? Parce que, on l'a dit, ça a été lancé par Emmanuel Macron il y a 5 ans. Le métier existe depuis 1995. Bon, voilà, vous avez l'antériorité. Vous auriez pu être là tout de suite. Il a fallu que ça mature d'une certaine façon. Pourquoi maintenant ? Sylvie. Allez, Sylvie. Pourquoi maintenant ? C'est vraiment une question de communication. On a absolument voulu montrer que notre engagement, qui était, comme vous le disiez, très, très ancien, se concrétise par une convention largement plébiscitée ou largement reconnue dans le monde du travail et dans le monde économique. Ouais. Donc c'est vraiment une signature forte qui s'est passée avant-hier. Ce 13 mars, mais ça permet également d'offrir à toutes les ETI qui font partie du métier des outils, une plateforme, des outils qui vont pouvoir être décuplés également en région, parce que nous avons... Oui, parce que c'est le principe aussi de la communauté des entreprises s'engagent, c'est vraiment de délocaliser, il y a presque une antenne par département, et donc je rappelle le principe, c'est d'aider aussi le monde de l'entreprise à mieux travailler avec le monde de l'administration ou des collectivités. Pierre-Olivier Brial, alors je pose à chaque fois la même question, mais est-ce que chacun était un peu dans son silo et est-ce que finalement cette communauté permet quand même de créer des synergies qui n'existaient pas avant? Parce qu'on peut être dans les belles idées, mais quand on est chef d'entreprise comme vous, on a envie que ça transforme. Ouais. Quoi. Alors oui, et c'est là d'ailleurs que les deux mouvements se sont rencontrés, parce que nous, on a démarré de façon très active maintenant, il y a 7-8 ans, en créant des clubs régionaux qu'on crée avec les régions. Ouais. Donc nous, on croit beaucoup à ce partenariat. On pense que c'est fondamental, on pense que le monde est trop compliqué pour rester séparés, et on croit beaucoup à la fertilisation des deux univers. Et on a des très très beaux exemples de projets extrêmement bien réussis, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait une communauté très forte d'intérêt entre les deux mouvements. C'est cette conviction profonde qu'aujourd'hui on a besoin de créer des ponts. Surtout pas des murs. Il y a déjà beaucoup de personnes qui construisent des murs en ce moment. Et nous, on doit créer des ponts. Et donc tout ce qui permet de se comprendre. Et souvent, on se rend compte que quand les univers se connaissent, ils arrivent à faire en sorte des choses, d'arriver à réaliser des actions qui n'auraient même pas été inimaginables au départ. Mais alors justement, il y a des travaux ou des actions liées à la communauté des entreprises s'engagent dans lesquelles finalement vous allez embarquer les 6200 ETI que vous représentez? Oui, tout à fait. Déjà, comme le disait Sylvie, l'accès à cette plateforme, puisqu'en fait l'intérêt est là. Et après, oui, le décliner au niveau local, faire se rencontrer les personnes de la communauté locale et des clubs régionaux ETI, et que chacun participe aux activités des autres. Nous, on est quand même toujours dans une philosophie de dire, prenons ce qui existe et greffons cette communauté d'ETI aussi à ce qui existe, pour ne pas recréer, mais plutôt créer ces passerelles. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va faire territoire par territoire. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre à une forme de pression de grands groupes qui peuvent être vos clients? Pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on parle souvent ici de la question de la chaîne de valeur, comment finalement les objectifs des uns peuvent peser sur les autres. Comment vous ressentez ça? Non, c'est profondément ancré dans les valeurs des chefs d'entreprise d'ETI. Donc c'est pas une question de pression sociétale, pression business ou pression qui vient de la part de nos salariés. C'est vraiment une volonté très forte de faire transmettre
toutes nos valeurs qui sont intrinsèquement dans les gènes même des entreprises de taille intermédiaire. Mais alors, au-delà de cet engagement, est-ce que d'une manière générale, vous ressentez depuis quelques années cette forme de pression de grands groupes qui veulent verdir leur chaîne de valeur? Je sais pas. On comprend ce vers quoi vous voulez nous emmener. Oui, parce que c'est une vraie thématique. C'est une vraie thématique. C'est effectivement, on cherche pas, on n'a pas besoin. Les ETI n'ont pas besoin de greenwashing. Ouais. Voilà. Bon. Est-ce que les grands groupes en ont besoin? C'est pas à moi de le dire. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que nous, on croit beaucoup que dans une ETI, tout doit être cohérent. Ouais. Et le fait qu'aujourd'hui, notre engagement puisse aussi se répercuter sur notre activité, que recruter des jeunes, c'est aussi assurer la pérennité de nos entreprises. C'est pour ça que c'est très profond, comme le dit Sylvie, c'est pas quelque chose qui est à côté. Rien n'est à côté dans une ETI. Tout est lié dans un même projet. On ne peut pas se permettre d'avoir des scories en quelque sorte. Oui, et puis parce que comme on fait que des choses pérennes, on sait que si ça ne sert pas aussi quand même notre activité, ce ne sera pas pérenne. Ça restera, entre guillemets, une danseuse qu'on arrête le premier jour où l'activité va mal. Mais on le met tellement au cœur de qui on est, et bien sûr que c'est une des raisons pour lesquelles les grands groupes nous choisissent, c'est parce qu'ils savent qu'on porte ces valeurs-là. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est toujours un tout dans les ETI. Le T, c'est aussi tout. Et vous savez, ce qui est marrant, tout idéal. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu vraiment la chance, depuis que je suis rentré au métier, de rencontrer plusieurs dizaines de chefs d'entreprise d'ETI. Et il y a un point commun qui m'a toujours marqué, c'est que les familles qui souvent sont à la tête de ces entreprises, les dirigeants, voient l'entreprise comme faisant partie d'un écosystème. Mais je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être un jour faire une étude, mais ce sont toujours des gens qui se sont dit, cette entreprise, elle doit être autre chose qu'au service de quelques personnes. Elle fait partie d'un tout. Et tout est lié, et ça, c'est vraiment l'énorme force des ETI. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment au niveau européen. On est en plein contexte de campagne électorale pour les européennes, du rythme de la transition, du rythme de la transformation écologique et environnementale. Et moi, il y a une question qui est très générale. Comment maintenir ces ambitions-là alors qu'on enchaîne les crises? Moi, c'est toujours une question que je me pose. Voilà, on est passé du Covid à l'Ukraine, à Gaza, avec des conséquences à chaque fois très différentes, évidemment, mais quand même sur vos incertitudes, sur vos carnets de commandes éventuellement. Et malgré tout, se dire, on maintient un objectif qui est éventuellement ambitieux. Comment c'est la force des chefs d'entreprise d'une ETI, c'est cette résilience, cette volonté de ne regarder que le long terme. Et c'est ce qui nous permet de traverser les crises. On ne va pas dire que ça n'a pas été très simple ces dernières années, mais quand on est chef d'entreprise, ce qu'on aime, c'est relever des challenges, c'est trouver des nouvelles façons de rebondir, c'est de trouver des nouveaux marchés, trouver des nouvelles façons de travailler. Donc non, c'est pas ces crises-là qui vont nous arrêter. Votre avis? Je crois que comme on travaille beaucoup l'engagement interne, parce qu'il faut voir aussi que tout ce qu'on fait à l'externe, c'est aussi extrêmement important en interne. Et donc, moi, j'ai observé qu'on a beaucoup traversé les crises parce qu'on a une culture et des valeurs tellement fortes. Vous savez, les crises, c'est la glu invisible qui fait que les gens, à un moment donné, se remobilisent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on s'éparpille, on se dit, ou alors on est les uns avec les autres. Et les ETI, parce qu'on fait ce travail de long terme, parce qu'on fait beaucoup de travail autour de la vision, autour de la culture, parce que je pense qu'on est les entreprises qui mettons en action ce qu'on dit, on traverse les crises parce qu'on reste les uns avec les autres. Et moi, j'ai été très frappé dans la crise Covid, dans la communauté, les collaborateurs ont été incroyables, mais partout, vraiment partout. Les ETI se sont jamais arrêtés. Moi, je ne connais pas une ETI qui s'est arrêtée. J'en connais qui se sont réinventés, des exemples incroyables, mais parce qu'il y a cette culture. Et donc, je crois que la meilleure réponse qu'on apporte, c'est la culture. Et vous verrez jamais une ETI. Vous savez, c'est comme quand vous avez une tempête, la question, c'est est-ce que vous avez un cap ou pas. Donc, l'ETI, elle se dit, bon, je vais peut-être pas y aller par là, donc je garde le cap. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler des entreprises tout idéales et des entreprises de taille intermédiaire. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présente mon invité David Canonge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur de Little Big Impact, créé en 2020 avec Laura Bena, Camille Guézenec et Vincent Juillard. C'est quoi Little Big Impact ?
Société de l'économie sociale et solidaire qui s'est lancée la folle mission de rendre la transition écologique à la fois accessible et désirable. Ouais. Et donc notre job au quotidien, c'est d'accompagner les organisations notamment pour engager leurs collaborateurs afin qu'elles puissent réduire leur impact environnementaux par la sensibilisation, la formation et le passage à l'action du plus grand nombre au profit de la modification des pratiques du quotidien. Ouais. Donc, ce sont des éco-challenges, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça prend la forme effectivement d'éco-challenge. On a développé une plateforme digitale qui permet aux collaborateurs de mesurer leur empreinte écologique, parce qu'on connaît l'objectif qu'on a atteint de ces fameuses 2 tonnes de CO2 par an par habitant d'ici 2050, mais assez peu de personnes savent d'où ils partent. Bien sûr. Moi, je ne saurais pas vous dire si je suis à 3, 4. Je pourrais vous aider à mesurer votre empreinte écologique. On a donc cette plateforme qu'on a développée, et cette plateforme vous donne aussi un certain nombre d'actions qui vont vous permettre justement de réduire votre empreinte écologique. Et au-delà de cette plateforme, notre approche est réellement hybride, c'est-à-dire qu'on va arriver dans les organisations en organisant des ateliers à la fois de sensibilisation qui vont prendre effectivement la forme de challenge participatif. On considère qu'en fait le digital est hyper utile mais pas suffisant, donc il faut qu'on soit également présent dans l'organisation physiquement et qu'on anime ces challenges donc sur la durée. Et alors là, quand on est, imaginons, un chef d'entreprise, un responsable RSE qui dit tiens, ça m'intéresse, est-ce que ça... et qui a déjà fait la fresque du climat. Ça y ressemble, c'est différent, c'est quoi? C'est entièrement complémentaire. La fresque, c'est un super outil qui est là vraiment pour déclencher des chocs de conscience et permettre une meilleure compréhension des enjeux climat. Là où nous, on arrive dans l'organisation, et on va d'ailleurs s'y installer entre 2 et 12 mois, donc on est sur des temps beaucoup plus longs, on va aider les collaborateurs justement à expérimenter des éco-pratiques, qu'elles relèvent des éco-gestes ou des nouvelles pratiques professionnelles liées à leur métier, pour pouvoir justement faire bouger les réflexes et progressivement faire bouger en fait les pratiques internes de l'organisation. Donc nous-mêmes, on embarque des fresques du climat dans le dispositif en amont pour s'assurer que l'ensemble des personnes... Tout le monde a le même niveau de connaissance. Exactement, le même vernis et la même compréhension des enjeux. Et là où en fait on va nous aider les organisations, c'est vraiment déjà à faire naître les raisons d'espérer, parce qu'on en a besoin vis-à-vis de ces sujets. On va surtout aider les collaborateurs à expérimenter dans leur quotidien, en situation de travail, des pratiques nouvelles. Alors j'allais vous poser, ça se rejoint un peu, mais je crois qu'il y a déjà plus de 6000 participants aujourd'hui. Quel retour d'expérience? Est-ce qu'ils deviennent des ambassadeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Et on a même, nous, on s'appuie sur une logique aussi d'animateur, tout comme la fresque du climat. On a cette même logique-là, où on déploie nos éco-challenges aussi via le soutien de nos animateurs. On a une centaine d'animateurs actifs qu'on déploie dans les organisations qui nous font confiance. Et on a également des retours des collaborateurs auprès de qui on intervient, qui deviennent des ambassadeurs, qui nous ouvrent les portes d'autres organisations. Et c'est aussi comme ça que... Vous allez dans les écoles aussi, par exemple? Oui, on a déjà fait. Lycées, c'est pas complètement notre core business, pas notre cible prioritaire, parce qu'on accompagne en priorité les organisations qui sont à des niveaux de maturité assez élevés sur ces sujets, qui ont envie d'accélérer, qui ont déjà des stratégies de décarbonation ou des stratégies RSE assez appuyées. Mais on a effectivement eu plusieurs occasions d'intervenir dans le monde académique, au sein d'écoles, au sein de collectivités territoriales également. Je crois que vous êtes en phase de levée de fonds. Avec quel objectif? On a développé cette plateforme technologique et finalement elle est devenue assez cœur dans notre accompagnement et donc on a besoin de la faire évoluer, on a besoin de développer de nouvelles fonctionnalités pour être également beaucoup plus présent sur la dimension accompagnement de l'évolution des métiers. On sait que demain, l'ensemble des métiers vont être impactés par la transition écologique. Et donc, il faut réussir à accompagner la transformation des gestes métiers de façon différente. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans une salle de classe et d'apprendre théoriquement ce que devrait être, je dis n'importe quoi, les achats durables, l'éco-conception ou autre. Mais c'est vraiment de l'expérimenter par le quotidien. Et pour ça, on a besoin de miser sur l'outil qu'on a créé. J'aurais pu poser cette question au tout début. Pourquoi vous avez fait le choix de l'économie sociale et solidaire? Pour incarner, cohérent avec ce que vous incarnez. Pour incarner une autre forme d'économie, on avait envie d'être complètement aligné par rapport à cette entreprise qu'on a cofondée. On sortait du monde du conseil, donc on avait aussi envie que cette entreprise, par sa forme, incarne ce que nous-mêmes on voulait promouvoir. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Canonge, et bon vent à Little Big Impact. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. On a le même nom dans nos intitulés. Je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent. Cyrielle Chazal à la programmation et à la production. Aujourd'hui à la réalisation, Théo Boscar et Saïd Mamou pour le son. À très bientôt sur notre chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!